Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique. Celui qui sait parler, c'est aussi quand il faut parler, écrivait le philosophe Plutarque il y a bientôt 2000 ans. Et pourtant, le précepte reste d'actualité, une règle même pour les politiques, bien choisir son agenda d'intervention. De ce point de vue, Emmanuel Macron sait y faire, à tel point que la droite et les Républicains sont un peu déboussolés, surtout quand sur le fond, certaines réformes sont celles qui sont défendues par la droite depuis des années. La SNCF, les universités, l'impôt sur la fortune par exemple. Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes, proche de Laurent Wauquiez et questeur à l'Assemblée nationale, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Merci à vous. On va commencer évidemment par l'actualité immédiate qui sont les frappes menées par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France en Syrie. Et cette image d'Emmanuel Macron qui réunit son état-major. Est-ce que vous diriez que c'est une intervention risquée ou vous faites confiance à Emmanuel Macron? Cette image, elle m'en rappelle d'autres. Celle d'Obama à plusieurs reprises. Donc il y a derrière cette image finalement une fascination pour les États-Unis et il y a une américanisation et un suivisme américain. La forme rejoint le fond. Donc cette intervention, moi je la trouve inopportune, je le dis très clairement. Quel est l'objectif? Quel est l'intérêt? Est-ce qu'on a sauvé des vies hier? Non. Les massacres ont eu lieu auparavant. Est-ce qu'on a détruit un potentiel d'armes chimiques? J'en suis très peu convaincu. Quand vous dites inopportune, Laurent Wauquiez, lui, dit qu'il ne croit pas à l'utilité des frappes punitives. Mais... Je crois que ça veut dire à peu près la même chose. Oui, mais il y a quelque chose que je voudrais savoir. Les condamnez-vous, ces frappes? Si je les considère comme inopportunes, je ne vois pas l'intérêt d'avoir engagé notre pays dans cette aventure. Vous les condamnez? Une aventure. Cette... J'y suis opposé. Je condamne le fait qu'on mette aujourd'hui la France à la remorque des États-Unis. Jacques Chirac avait eu l'immense sagesse en 2003 de ne pas laisser embarquer notre pays dans le conflit irakien. Regardons ce qui s'est passé depuis, la déstabilisation de cette zone, la montée de l'État islamique. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que cette intervention va faciliter le recul de l'État islamique? Malheureusement, je ne le crois pas, puisque aujourd'hui, ceux qui ont combattu l'État islamique sur le terrain sont ceux qu'on a l'impression de vouloir combattre en priorité. Il y a autre chose qui s'est passé aussi depuis l'Irak, depuis le discours de Dominique de Villepin à l'ONU en 2003, c'est que la France a réintégré le commandement intégré de l'OTAN et c'est Nicolas Sarkozy qui l'a fait. Donc, est-ce que c'est pas difficile de dire ça aujourd'hui pour vous? Là, il n'y avait pas de mandat de l'OTAN, il n'y avait surtout pas de mandat de l'ONU, donc ça n'a rien à voir. Mais est-ce que ça brouille pas quand même les repères? Notre pays avait sa capacité à décider, à agir en indépendance. Là, on s'immisce dans un conflit. Et puis, sincèrement, quand je vois qu'on aurait prévenu les Russes des lieux de frappe, je trouve que tout cela sent un peu la communication politique, à la fois pour Trump et à la fois pour Macron. Mais il y en a un qu'on ne cite pas là-dedans, c'est Vladimir Poutine, parce qu'en Syrie, on voit bien que c'est le duel entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Auquel des deux faites-vous le plus confiance? À aucun des deux. Moi, la France doit avoir une position indépendante. C'est le gaullisme. Nous sommes une grande puissance, membre du Conseil permanent de sécururité. Et la position indépendante, là, ce serait de dire on n'y va pas en Syrie, on ne frappe pas. En tout cas, moi, je pense que cette intervention, je le redis, n'a aucune utilité et risque de nous faire peser des menaces sur notre pays et de déstabiliser... Des menaces terroristes, c'est ce que vous voulez dire? Peut-être, mais de déstabiliser aussi le combat important contre l'État islamique. Je n'ai aucune sympathie ou accointance avec Vladimir Poutine. Je fais simplement un constat. Lorsque la Russie est intervenue en Syrie, c'est la première fois que l'État islamique a reculé. On a un ennemi qui veut nous détruire, qui veut détruire ce que nous sommes, qui veut détruire notre civilisation. Ce sont les islamistes de l'EI. Aujourd'hui, il faut mobiliser ses forces. Et face à eux, Poutine et Bachar al-Assad sont le bon rempart. Je ne comprends pas cette volonté d'humilier et d'isoler en permanence la Russie. La Russie est une grande puissance. Obama avait voulu la mettre à l'écart. Je crois qu'il en a payé le prix. La démocratie, la paix en a payé le prix avec ce que nous avons subi. Une dernière chose là-dessus, parce que demain, il y a un débat à l'Assemblée nationale sur les frappes en Syrie, débat sans vote. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous attendez, par exemple, des preuves sur l'utilisation de l'arme chimique en Syrie de la part de Bachar al-Assad? Pourquoi pas? On attend surtout une stratégie de la part de notre pays. Où on veut aller? Quel est l'objectif? Quel est l'objectif dans cette zone? Est-ce que ces frappes vont aider à la résolution du conflit, vont protéger le peuple syrien et surtout vont contribuer à faire reculer l'État islamique? Je ne le crois pas. Alors, on va parler des autres sujets du moment, Notre-Dame-des-Landes notamment, la situation à la SNCF.
Le retour de François Hollande aussi, quelle semaine! Le jour se lève sur la gare de Lyon. 2 Transiliens sur 5 circulent. Il faut que le gouvernement prenne une décision le plus rapidement possible, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et les cheminots pareil. Dans ce contexte, le gouvernement tenterait-il de diviser le front syndical? Les cheminots CFDT ont reçu hier un courrier de la ministre qui montrait que sur la question de l'ouverture à la concurrence, il y avait eu quelques avancées. Ce qui est vendu comme des avancées, c'est des arguments purement cosmétiques qui sont très loin du fond. La consommation va faire usage de la force. 24 heures après la fin annoncée des évacuations, les affrontements se poursuivent. Des tirs de grenades lacrymogènes répondent aux jets de pierre et aux cocktails Molotov lancés par les zadistes. Les manifestations cet après-midi à Nantes ont dégénéré. Dès l'arrivée des défenseurs de la ZAD, la situation se tend, car au milieu des 6000 manifestants, environ 700 casseurs cherchent à en découdre avec les forces de l'ordre. Ambiance électrique ce matin à Montpellier. La nuit dernière, les serveurs informatiques de l'université ont été sabotés. Ça allait trop loin. Maintenant, ça arrive à un moment où même nos partiels à distance ne sont plus possibles. Des examens ont été perturbés dans 7 universités, dont Lille, Nancy ou Grenoble. Emmanuel Macron en opération séduction dans un petit village de l'Orne. Première catégorie à soigner, les retraités en colère après la hausse de la CSG. J'ai été presque amusé quand il a remercié les retraités. Ce sont les plus grandes fortunes qui peuvent dire merci à Emmanuel Macron. À quelques minutes de la réouverture du Super U de Trèbes, les salariés du magasin sont salués par leurs clients. Ils reprennent le travail 3 semaines après l'attentat. C'est important d'être là pour eux aujourd'hui, pour leur faire voir qu'on est tous avec eux. Éric Ciotti, on va parler d'abord de Notre-Dame-des-Landes, puisque Gérard Collomb et Édouard Philippe s'y sont rendus vendredi, mais il y a encore des incidents, là, ce matin à Notre-Dame-des-Landes, sur la ZAD. Craignez-vous un enlisement, vous? Parce que le gouvernement dit que c'est le début de la fin des opérations d'évacuation, mais il y a toujours des conflits. Oui, bien sûr, je crains un enlisement, mais le gouvernement paye le prix de ses renoncements. Il a renoncé sur l'aéroport, alors qu'un référendum avait soutenu ce projet. Une majorité d'habitants de la région ouest avait soutenu ce projet. Il a reculé vendredi, puisque les expulsions se sont arrêtées. Il y a à peine, je crois, un peu moins de 29 campements qui auraient été évacués. Il en reste encore soixantaine, 70 pour aller à la centaine qui était recensée. Donc la route 81, la route départementale 81 est toujours bloquée. Oui, on est très loin du retour de l'autorité de l'État. Donc oui, il y a eu 2500 gendarmes mobilisés. C'est trop? Je crains, c'est la nécessité pour faire respecter l'ordre républicain. Mais il y a eu un recul. Vendredi, l'État macronien a reculé face à la violence. Personnellement, je le déplore. Il faut que l'autorité républicaine s'impose sur ce territoire. Il faut renvoyer d'autres gendarmes. Il faut aller au bout. Il ne faut pas arrêter les expulsions avec la préfète qui, au nom du gouvernement, c'est pas la préfète qui est en cause, dit on va négocier. Soit on expulse, soit on n'expulse pas. Mais là, on est dans le fameux en même temps, c'est-à-dire qu'on fait semblant, mais on ne va pas jusqu'au bout. C'est assez caractéristique de tout ce qui se passe, d'ailleurs. De l'État macronien, vous avez dit, c'est une nouvelle formule, ça, c'est une nouvelle expression. J'avais jamais entendu ça jusqu'à maintenant. Voilà, on va y revenir. Je déposerai le brevet. On va y revenir. La SNCF, le vote solennel de la loi sur le texte aura lieu mardi. Vous la voterez? Je la voterai. Vous la voterez? Je la voterai. C'est une réforme qui n'est pas audacieuse, mais qui va très clairement dans le bon sens. Sauf que chez les Républicains, tout le monde ne dit pas la même chose, parce que certains veulent s'abstenir en disant « ça ne va pas assez loin », par exemple. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une position commune des Républicains sur ce dossier? Nous verrons, nous en débattrons en réunion de groupe mardi. Qu'est-ce que nous disons? Il y a des menaces, notamment sur la fermeture des petites lignes, qui ne sont pas levées. C'est ce qui mobilise beaucoup de mes collègues qui veulent ou s'abstenir ou quelquefois voter contre le texte, parce qu'aucune garantie n'a été apportée que demain, s'il y a ouverture à la concurrence, ces petites lignes qui ne sont pas rentables au regard des critères budgétaires, mais qui ont une utilité sociale, une utilité territoriale majeure, seront maintenues. Et puis, on n'aborde pas les grands sujets, notamment la question des retraites, qui est à la source de 3 milliards d'euros de déficit. Je reprends ce que vous venez de dire. Mais si on ne fait pas les retraites, la réforme, elle n'est pas très courageuse. Mais après, ce qu'il y a,
faut le prendre. Je suis cohérent mais alors, avec ce qu'on a dit. Alors justement, c'est un petit pas dans la bonne direction, vous êtes cohérent. Tout petit pas. Éric Ciotti, vous êtes cohérent. Vous dites qu'il y en a d'autres qui pourraient aux Républicains s'abstenir et même peut-être pourquoi pas voter contre. Comment se fait-il que Laurent Wauquiez, par exemple, qui dit lui-même qu'il voterait pour s'il était député, n'arrive pas à imposer une ligne claire aux députés de votre groupe? Vous savez, on n'est pas des godillots, ça fait bizarre. Avouez que ça fait brouillon quand même. On n'est pas comme les députés En Marche qui ont l'interdiction de déposer des amendements qui ne plaisent pas au gouvernement, qui demandent l'autorisation avant de parler. Ça vous gêne aux entournures quand même cette réforme, non ? Qui lèvent le doigt. Non, ça ne nous gêne pas. Tout ce qui va dans le bon sens ne nous gêne pas. On est ici, on est élus pour défendre pour le meilleur pour notre pays. Mais très sincèrement, on est très très loin de l'ampleur du défi qu'il y a à relever pour la SNCF. Si je vous comprends bien, que ce soit voté pour s'abstenir ou contre. Le Monde évoquait 80 milliards d'euros de dette, les 46 milliards officiels, mais il évoquait une dette cachée avec des dettes, notamment de la SNCF, des engagements. C'est énorme. Donc, il faut régler avec d'autres ambitions ce problème. En revanche, il y a peut-être une loi qui va mettre tous les Républicains d'accord. C'est la loi Asile et Immigration qui vient en débat. Là encore le vote. Je le crois. À l'Assemblée nationale. C'est une mauvaise loi. Là, ce sera, vous pensez, un seul homme, il y aura un seul vote contre ? Je le pense, parce que cette loi ne prend pas à la hauteur des défis migratoires qui se posent pour notre pays. On a devant nous une vague migratoire qui s'annonce, avec une augmentation notamment de la population du continent africain, 2 milliards d'habitants en 2050. Une petite parenthèse là-dessus. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur en commission, a parlé de submersion. Comment ? De submersion, oui, dans certaines régions. Donc vous signez ses propos ? Il a raison de dire ça ? Il fait un constat. Ce constat, il a raison de le faire. Ce que nous attendons du ministre, bien sûr, le constat, il a raison. Il y a des problèmes démographiques énormes qui vont faire que le problème va s'amplifier. Et puis, il y a un échec majeur des politiques migratoires en France. On a battu le record l'année dernière d'entrée d'étrangers dans notre pays, avec M. Macron et M. Collomb. Vous êtes 262 000. On éloigne très peu d'étrangers en situation irrégulière. Il y a des problèmes d'intégration, de communautarisme dans certains quartiers qui se ghettoisent. On le voit dans certaines villes, dans certains départements au bord de Paris. Vous êtes député des Alpes-Maritimes. Y a-t-il particulièrement un problème avec la frontière franco-italienne? Il y a des tensions parfois avec les associations, mais aussi avec les policiers des deux côtés. Est-ce qu'il y a un problème là particulièrement? Il y a un problème parce que c'est la porte d'entrée des flux migratoires qui arrivent d'Italie en France. 50 000 interpellations l'année dernière. Et j'ai lu avec effroi un article dans le Figaro Magazine ce week-end, et je poserai la question demain au ministre, disant que 50 djihadistes tunisiens étaient rentrés par la frontière franco-italienne en France, et que cela soulevait une inquiétude majeure des services européens et français. Donc vous allez poser la question demain. Il y a ces questions, il y a ces liens, la vague migratoire, la montée du communautarisme aujourd'hui. Et le terrorisme, c'est très ce que vous voulez clairement, dire. et le communautarisme. Il y a un lien entre tout ça. Qui est naturellement ferment du terrorisme. Il y a un lien. Il y a trop d'immigration dans notre pays, et nous ferons des propositions avec Laurent Wauquiez mercredi, avec des mesures simples, claires, audacieuses, par exemple, courageuses. Eh bien, le vote chaque année d'un plafond migratoire à l'Assemblée nationale. Et puis, la limitation du regroupement familial. Il y en a plusieurs. Éric Ciotti, il est l'heure maintenant d'accueillir Éric Hacquemann, du service politique de Paris Match, qui est avec nous ce midi. Bonjour Éric. Bonjour Francis. Bonjour Bonjour. Monsieur Ciotti. Bonjour. Alors, en un an de présidence, Emmanuel Macron a flexibilisé le marché du travail. Il a supprimé l'ISF. Il s'en prend désormais au statut des cheminots. Finalement, il fait ce dont Alain Juppé et Nicolas Sarkozy rêvaient. C'est lui qui le fait. Est-ce que vous jugez le bilan globalement positif? Sur tous ces sujets, il est dans le « en même temps » que j'évoquais il y a quelques instants. Et il le fait. La flexibilisation du marché du travail, est-ce qu'il a bougé les seuils sociaux? Est-ce qu'il s'est attaqué aux 35 heures sur Vous avez voté des la ordonnances, réforme... monsieur? Vous Oui, avez, je les vous ai avez votées. voté des ordonnances, monsieur? Bien sûr, mais c'est comme sur la Ciotti. SNCF. On va dans la bonne direction, mais on ne va pas jusqu'au bout. Sur les trois sujets que vous évoquez, on est très loin du compte. Donc aujourd'hui, à force de vouloir tout et son contraire, de se positionner nulle part, Emmanuel Macron veut donner satisfaction à tout le monde, mais il n'a pas de stratégie claire pour redresser le pays. Sur la fiscalité, vous évoquez l'ISF, mais les propriétaires vont continuer à payer. Éric voudrait revenir sur l'État macronien. Vous avez parlé tout à l'heure de l'État macronien. C'est quand même une expression lourde. Qu'est-ce que ça veut dire, l'État macronien? Est-ce que ça veut dire que c'est un État qui n'est pas
qui est partial. Oui, c'est un État qui veut tout contrôler, qui n'aime pas le Parlement et l'expression démocratique, qui n'aime pas les corps intermédiaires. On le voit bien, c'est un pouvoir très centralisé, avec une forme d'autorité, voire d'autoritarisme, qui aujourd'hui tombe du sommet. L'autorité, quand il envoie par exemple les forces de l'ordre déloger les zadistes à Notre-Dame-des-Landes, ou d'ailleurs déloger les grévistes à la Sorbonne, c'est lui qui le fait, c'est la méthode forte, c'est celle que vous avez toujours souhaitée. Ce que je veux vous dire, et c'est ce qui motive le fait que je ne crois pas dans ce pouvoir, il y a un discours qui peut être sympathique, que je pourrais entendre, avec des mots qui sont utilisés, et souvent des mots qui relèvent de slogans de communication, mais les actes derrière. On fera le bilan. Vous savez, il y a une formule populaire qui dit « c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses ». On verra bien, bien ce qui se passe, mais le bilan, est-ce qu'il y a moins de chômeurs dans notre pays? Est-ce que les impôts ont baissé? Non, ils ont augmenté. Est-ce qu'il y a plus de sécurité dans notre pays? Est-ce qu'il y a moins d'étrangers en situation irrégulière? Non. Ça, c'est votre bilan de la première année. Donc, je dresse ce bilan. Je reprends l'État macronien parce que ça nous a marqué tous les deux. Des paroles, mais pas beaucoup d'actes. Éric Ciotti, vous êtes un proche de Laurent Wauquiez qui a pris la tête des Républicains il y a 4 mois maintenant. Vous êtes devenu questeur de l'Assemblée nationale sur le siège réservé à l'opposition, avec toujours un œil sur Nice et votre concurrent Christian Estrosi. Ça fait 10 ans que je dors à l'Assemblée nationale. Je me suis installé dans ce bureau, c'est la tradition. Et c'est le bureau du questeur gaulliste. Donc, contrairement à toutes les traditions sous la Ve République qui font qu'un des postes de questeur est réservé à l'opposition, 2 étant réservés à la majorité, par un artifice très politicien, la majorité s'était retrouvée avec les 3 postes de questeur, puisque M. Solaire était un membre de la majorité un peu camouflé. Donc tout ça est derrière nous. Qui parle aujourd'hui des constructifs, plus personne. Vous avez rien amené qui nous parle de vous ici? La partie la plus personnelle, elle est à Nice. La photo de Nice est là. C'est ma ville. On n'a pas besoin d'être candidat pour être attaché à sa ville. C'est ma ville de naissance, c'est la ville où j'ai grandi. C'est la ville dont je suis l'élu. C'était un autre républicain qui tient la ville. Je ne sais pas s'il est républicain encore, il faut lui poser la question. Donc vous étiez tous les deux derrière Nicolas Sarkozy? Oui, c'était l'année dernière, c'était pas très loin. Il a changé, c'est lui qui le dit d'ailleurs. J'ai même vu qu'il indiquait qu'il détestait l'ancien Christian Estrosi. Moi, je n'ai pas changé. Éric Heckman. Il a changé, Christian Estrosi. Est-ce que vous souhaitez sa défaite aux prochaines élections municipales à Nice? Je souhaite qu'il clarifie ses positions et qu'il serve mieux notre ville, la ville de Nice. Bien sûr qu'il a changé. Aujourd'hui, c'est un marcheur un peu camouflé, masqué. Ses prises de parole, il y a qu'à les écouter. Elles sont systématiquement en soutien zélé au gouvernement. Donc je respecte cette position. Ce que je lui dis simplement, c'est qu'on ne peut pas être chez les Républicains et auprès des marcheurs en même temps. Il vient de recruter, par exemple, mon adversaire aux législatives, En Marche, à son cabinet. C'est un signe clair, c'est un signe fort de son soutien à cette majorité. Autre ambiguïté, Alain Juppé, qui s'est mise en congé du Parti des Républicains, et en même temps, il multiplie les clins d'œil à Emmanuel Macron. Est-ce que finalement, ça ne serait pas plus clair pour tout le monde qu'il quitte définitivement votre parti? Moi, je souhaite la clarification. Donc ça veut dire un départ? Je souhaite la clarification. La clarification, ça veut dire un départ? Je souhaite aucun départ, voilà. Mais je ne souhaite pas qu'on prenne aujourd'hui nos militants comme nos électeurs en otage de certaines postures. On parlait de Christian Estrosi, d'autres sont dans cette situation. Nos électeurs attendent de la clarté. On a des valeurs, on a des idées. Nous les avons toujours défendues. Nous n'avons pas changé. Oui, mais alors sur Alain Juppé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit quitter lui-même alors? C'est une question qui se pose. Il s'est présenté à la primaire de la droite. Je crois que les électeurs de la primaire et de la droite lui ont adressé un message qui était assez clair. Qu'il doit partir, c'est ça? Non, ça voulait dire que ses idées étaient très minoritaires dans notre famille politique. Donc, les idées minoritaires ne peuvent pas s'imposer à la majorité. Soit on respecte la majorité, soit on en tire les conséquences. Parlons de clarté. Thierry Mariani, lui, il veut être clair, il veut une union entre la droite et l'extrême droite. Vous lui dites quoi? Il va trop loin? C'est une faute, bien sûr, c'est une faute. Et je suis inquiet de son attitude, et si elle devait aller plus loin,
il n'aurait plus sa place dans notre famille politique. Ce sera quoi la ligne rouge? Parce qu'il est multiplie quand même les appels au Front National. Nous en débattrons assez vite, mais la ligne rouge. Le premier acte qui franchira cette ligne rouge sera irrémédiable. Toute forme d'alliance avec le Front National. On a toujours dit pour les européennes, par exemple. Bien entendu, on a toujours dit avec Laurent Wauquiez, jamais aucune alliance. Vous savez, quand la droite est elle-même, le Front National recule. Ce que nous voulons avec Laurent Wauquiez, c'est une droite claire, forte, mais qui n'a rien à voir. Veut vous parler de Laurent Wauquiez. Justement, Laurent Wauquiez, il est clair, il veut une droite forte, etc. Simplement, quand vous regardez le journal du dimanche ce matin, on pose la question quel est le meilleur opposant à Emmanuel Macron. Simplement 30% des Français disent Laurent Wauquiez. Il est loin derrière Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Dites-moi, il y a un petit problème là. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour être vraiment l'opposant numéro un? Ce que nous voulons, c'est pas être les premiers opposants. Nous voulons être les porteurs de l'alternance. Ah, vous voulez pas seulement protester? On veut être les porteurs de l'alternance. Ce qui nous sépare de M. Mélenchon ou de Mme Le Pen, qui d'ailleurs, quelque part, servent beaucoup dans cette espèce de duel, M. Macron, parce que M. Macron s'est choisi des adversaires. On voit bien que ceux qui le gênent, ce sont les Républicains. Oui, mais là, vous parlez de M. Mélenchon. Ce sont les Républicains. Est-ce que M. Wauquiez a quelques marges de progression tout de même en termes d'incarnation de la droite? Vous savez, bien sûr, vous l'admettez. Mais on vient de très loin. Lesquels? On a failli disparaître. Ah oui. Au printemps dernier, il y a un an, on a eu une double défaite terrible à la présidentielle qu'on était certain de gagner et aux législatives. Aujourd'hui, regardez où nous en sommes. On se pose la question de savoir si Laurent Wauquiez peut gagner demain. C'est déjà un immense progrès. Bien sûr que nous avons d'autres étapes, mais nous avons sauvé la famille, nous lui avons donné une ligne politique, on va travailler sur le projet dès mercredi sur l'immigration, donc étape par étape. Alors, on sera à l'heure au rendez-vous. Step by step. Prochaine étape, les élections européennes. Alors, Damien Abad, Virginie Calmès, voire le philosophe Luc Ferry, est-ce que, ça c'est un des trois, qui pour mener la liste? Qui? On les voit là. Nous vous le dirons le moment venu. Je ne ferai pas de révélation aujourd'hui. Je préside la Commission nationale d'investiture. Justement, c'est pour ça que je vous pose la question. On choisira le meilleur. Mais ces trois noms, candidat. ils sont valables? Ils sont tous les trois très talentueux. Mais est-ce qu'ils sont tous les trois en course? C'est ça la question. Je n'ai pas entendu de candidature ni de l'un ni de l'autre, mais ce sont trois amis, trois personnalités très respectables et très courageuses. Merci Éric. Merci sur le plateau de Dimanche en politique. On va revenir sur le discours lundi d'Emmanuel Macron devant la hiérarchie catholique, la conférence des évêques de France. Et cette phrase, il faut réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État. Et les Français, vous allez le voir, eh bien ça les fait réagir. Le président a souligné le lien qu'il y avait entre l'Église et l'État, en disant qu'il s'était abîmé. A priori, on serait au XVIIe siècle, je la comprendrais. Aujourd'hui, je comprends mal. Pour moi, l'Église et l'État sont séparés. Voilà. Ils racolent en essayant d'avoir des électeurs du côté des cathos. En France, il y a plusieurs religions, donc faut pas tout mélanger au niveau de l'État. Après, ça va partir dans des conflits, et il y en a assez en France. La hiérarchie catholique remet en question la contraception, l'avortement, et puis également le mariage homosexuel. Bon, on peut imaginer que s'ils recherchent des alliances avec la hiérarchie catholique, il va falloir qu'ils payent d'une façon ou d'une autre. Éric Ciotti, les liens entre les catholiques et l'État ont-ils été abîmés? Si oui, par qui et par quoi? D'abord, cette formule me gêne. On aurait pu, Emmanuel Macron aurait dû parler de lien entre l'Église et la France. La France, fille aînée de l'Église, il y a une histoire multiséculaire. Ça aurait changé quoi? Bien sûr, mais l'Église et l'État, il y a une loi qui sépare l'Église et l'État. 1905. Ça veut dire qu'il remet en cause ce principe essentiel de laïcité. Moi, je suis pour qu'on reconnaisse nos racines chrétiennes. C'est un fait culturel. Et je suis également pour qu'on reconnaisse, qu'on souligne, qu'on soutienne beaucoup plus fortement que ne le fait Emmanuel Macron l'exigence de laïcité. Vous savez ce qu'il a dit? Oui, mais comment reconnaître les racines chrétiennes et exiger de la reconnaissance de la laïcité? On a l'impression qu'il aurait pu le dire à toutes les religions, qui parle à des catégories, qui parle quelque part un peu, ça a été dit dans le reportage, pour des raisons, à des clientèles. C'est ce qui me gêne d'ailleurs. Est-ce qu'il doit avoir le même chez discours Emmanuel Macron. Des juifs et des musulmans? On a l'impression qu'il segmente son discours, qu'il parle à des catégories. J'aimerais qu'il parle à la France, qu'il parle de la France dans son ensemble,
pas d'une catégorie, pas des autres, voilà, et qu'il affirme. Ça fait 1 an qu'il ne parle pas de la laïcité. Il reporte de mois en mois ce discours. Manuel Valls l'a encore dit il y a quelques jours avec beaucoup de courage. Nous avons besoin d'une laïcité forte pour combattre le communautarisme islamiste vous n'avez qui pas nous répondu à ma menace. question. Le danger, il est là. Et là, Emmanuel répondu. Macron n'en parle pas. Le lien a-t-il été abîmé entre l'Église catholique et l'État, puisque c'est comme ça qu'il l'a dit, et si oui, par qui et par quoi? Le lien, il a, au fil des décennies, c'est vrai que sans doute, les catholiques ont été caricaturés dans leur position. Quoi, par exemple? Voilà, on a vu... Est-ce que c'est le mariage pour tous, comme on l'a entendu là? Dans le débat sur le mariage, il y a eu des positions qui ont été beaucoup attaquées, beaucoup caricaturées. C'est vrai que certains catholiques ont le sentiment qu'on leur passe beaucoup moins de choses que peut-être à d'autres. C'est une question. Emmanuel Macron, lui, veut organiser aussi l'islam de France et il veut la transparence et le contrôle sur le financement des mosquées. Faut-il aller pour cela, parce que du coup ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, aller jusqu'à modifier la loi de 1905 ? Moi, j'ai défendu des amendements à l'Assemblée nationale et je le ferai encore cette semaine pour interdire le financement étranger de lieux de culte en France. D'accord, mais comment on s'assure de la transparence? Le gouvernement s'y était opposé. Ce gouvernement s'y est opposé. Donc là encore, il y a un double discours. Il y a des effets d'annonce, il y a de la communication, mais on ne va jamais jusqu'au bout. Mais est-ce qu'il faut revoir la loi de 1905 pour justement contrôler les financements des mosquées, par exemple, ou pour financer l'islam de France? Je ne crois pas toucher à la loi de 1905 aujourd'hui pour l'affaiblir dans sa portée me paraît dangereux. On a un équilibre qui date de plus d'1 siècle. Ce que je crois, c'est qu'il faut quelquefois aller au-delà. Je suis par exemple favorable à l'interdiction des signes religieux à l'université. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on a des amphithéâtres qui sont complètement voilés. Il y a aussi des quartiers qui sont pris aujourd'hui en main par des communautés religieuses. Donc ne pas changer la loi, mais aller au-delà. Regardons en Belgique avec le parti islam. Eh bien, demain, si on ne fait rien, on aura ce débat en France. Il faut agir avec courage, ce que ne fait pas le pouvoir, je le crains pour des raisons électorales. Un dernier mot, un bruit qui court. La ministre de la Santé a évoqué l'idée d'un 2e jour de solidarité, comme le lundi de Pentecôte, qui avait été créé par Jean-Pierre Raffarin, pour financer la dépendance. Les EHPAD, par exemple. Pour ou contre? Ça veut dire, contre, naturellement, ça veut dire encore plus d'impôts pour les Français. 4,5 milliards d'impôts depuis l'élection de M. Macron pour les ménages français, rajoutant les taxes sur le diesel. Donc contre une nouvelle journée de solidarité? Ça veut dire plus d'impôts, qu'on règle ces problèmes, mais pas avec ce réflexe pavlovien, chaque fois de chercher de nouvelles taxes, de nouveaux impôts, de nouveaux prélèvements. Les Français n'en peuvent plus des impôts. Les Français, les Niçois aussi, où M. Estrosi a augmenté la taxe foncière. Donc c'est la même logique. Merci. Arrêtons d'augmenter les impôts. Merci Éric Ciotti d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Émission